Eh bien, nous allons démarrer. Waouh, c'est plein. Bonjour à toutes et tous. Cher Éric Bourri. Alors, Éric vient de m'interdire de le vous voyer. Alors, ne prenez pas ça pour de l'entre-soi, mais c'est vrai qu'on se croise depuis des années. Moi, j'ai tout écrit en vous, mais là, il m'a dit non, c'est pas possible. Si Donc, c'est possible, mais bon, c'est donc moins vous ne m'en naturel. voudrez pas de le tutoyer. Mais là, c'est lui, Et c'est vous lui pouvez tous l'invité me d'honneur. tutoyer Hein. directement, d'ailleurs aussi. Donc tu es le traducteur à l'honneur de cette édition 2024 de VOVF. Comme... Alors, je me sens très honoré, hein, mais c'est vrai. Hein. Après, on se dit, quand on est traducteur à l'honneur, je vais avoir que 57 ans bientôt. J'ai l'impression que ça sent le sapin déjà. Mais bon, écoutez, hein, on est bien peu de choses et notre ami la rose. Écoute, un bon auteur est un auteur mort. Au moins les traducteurs, on les Alors, met à l'honneur avant. est-ce qu'un bon traducteur est un auteur mort? Je ne sais pas. On en parlera peut-être dans une autre vie. Donc, comme je pense vous le savez tous, tu traduis de l'islandais vers le français. Ta première traduction date de 2000. Depuis, tu as une soixantaine de livres à ton actif. Je crois qu'on a dû un arriver peu à plus, 80, à mais 80. j'ai arrêté de noter. Il faut que je le refasse d'ailleurs. Ou Autour, j'ai 75. l'impression d'une bonne quinzaine de romanciers à peu près, parce qu'il y a des romanciers qui sont revenus beaucoup, et de romancières. Pour en citer quelques-uns, Arnaldur Indridason, Jon Kalman Stephenson, Sigridur Agalin Björndóttir, Odur Ava Olavsdóttir, Arni Thorarinson, même si je crois qu'il a arrêté d'écrire à ton grand désarroi. Oui. Sean, mais on est toujours amis. Hein. Comment on prononce Sean Sion. Ouais. Ou encore Einar Mar Gudmundsson. Ouais. Et puis d'autres, hein, parce que je vais arrêter de passer. Différentes maisons d'édition, Métellier, Julma, Gallimard, Grasset, Gaïa, Grestan-Bourgois. Bon, bref, quand il y a de l'islandais, tu n'es pas loin, puisque vous n'êtes pas si nombreux que ça. Vous êtes une poignée, de traducteurs. Ouais. 2017, Grand Prix de la Société des gens de lettres, tu vois, ça a déjà commencé. Oui, c'est vrai que déjà, je trouvais que ça sentait le sapin, ça se précise. Pour l'ensemble de tes traductions, et puis à l'occasion de la parution d'un livre qu'en plus, je crois que tu aimes particulièrement. Ouais. D'ailleurs, Les poissons n'ont pas de pied, de Jon Kalman Stephenson. Ouais. Et puis des prix pour les livres eux-mêmes, notamment le Médicis étranger pour Miss Island. Le dernier Jon Kalman, enfin l'avant-dernier... Ton absence n'est que ténèbres a eu le prix européen ou le prix des littératures européennes. Le prix du livre étranger. Alors le prix France Inter, le point du livre étranger, et puis le prix des littératures européennes à Cognac aussi. Mais c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. Disons que la version française, elle est un peu grâce à toi quand même. Oui, ça, oui. Notre entretien sera ponctué de lectures faite par Sylvie Pijard. Bonjour Sylvie qui bosse aussi dans une des médiathèques de Paris-Saclay, du réseau, et qui a choisi plusieurs passages. Elle nous lira des extraits d'Edon, d'Odur Ava Olavsdóttir, parce que je crois qu'elle a un énorme coup de cœur pour ce texte, ce qu'on comprend. Mais avant d'entendre le texte en français, avant de parler de ton parcours, des différents auteurs qu'il jalonne. J'ai un peu prévu d'avancer comme ça l'entretien, mais on fera bien ce que tu veux. Tu avais très envie qu'on entende de l'islandais. Oui, un petit peu, parce que ça fait jamais de mal d'entendre une langue qu'on n'entend pas, ou rarement, ou voire très rarement. Et je vais vous lire un tout début de livre. Alors ça n'a rien à voir avec Eden de Eidorava, parce que comme je suis très organisé, évidemment, j'ai pensé il y a 10 jours, tiens, tu vas apporter un livre en islandais. Et puis, je me suis retrouvé tout à l'heure à chercher sur mon mail le dernier manuscrit que j'ai reçu. Mais je voulais juste vous faire une toute petite entrée en matière pour que vous entendiez au moins une fois dans votre vie
de l'islandais. Est-ce que tout le monde entend? Ça remarche? Quand la lumière s'éteint là-haut, c'est que ça... Oui, ça y est, c'est bon. Non, mais le... Ah oui, si. Ah oui. Super. Ok. Alors, bon, par contre, évidemment, ça s'est barré. Non, parce que sinon, je vais être obligé de... Meyjarhóll, anno domini 1615 í októbermánuði. Elskuleg. Í allan dag hefur haustvindurinn bölið á okkur aumum og syndugum sálum hér á Brúnasandi með kaldri ofsarigningu, svo þéttri, óskaplegri og dimmri að þessi októberdagur líkist helst þyngsta vetrardegi þar birtan varla lengur til. Svo dimmur hefur þessi dagur verið að það eins og algóður líknandi drottinn hafi yfirgefið okkur og skilið eftir varnarlaus fyrir dárskap hins vonda, sem sífellt og óþreytandi og limskufullur leitast við að glepja okkur sín, rukla okkur í rýminu og afvega leiða. Sannfæringar kraftur hans og undirferli ómælanleg en manneskjan í eðli sínu auðgind, stundum átakanlega viljug að taka móti hans byltu upp á stungum og þannig stytta sér leið í þessum harða heimi. Qui peut nous faire un résumé? Alors, le résumé, c'est le tout début du livre, que je suis presque en train de découvrir avec vous, parce que j'avais lu le début, mais évidemment, j'avais oublié exactement la teneur. C'est un début de lettre qu'une personne écrit à une dame qu'il aime beaucoup, ou qu'elle aime beaucoup. Enfin, c'est un homme apparemment qui écrit à une dame qu'il aime beaucoup, puisqu'il l'appelle Elskuleg, ma chère ou ma chérie, ou pas mon amour quand même, c'est des protestants, faut pas exagérer, et qui lui parle du temps, de la météo qu'il fait, parce qu'en Islande, il y a un sujet de discussion, c'est la météo, évidemment. Et donc il lui explique que voilà, il y a eu un hiver terrible, etc. Et que cet hiver, puisqu'on est à l'anno domini 1615, c'est nécessairement un hiver aussi rigoureux et nécessairement une manière de tester la résistance et de mettre à l'épreuve le genre humain qui est si facilement la proie des ruses, du malin, etc., etc., etc. Donc on plonge dans une belle atmosphère. Et maintenant, je range mon téléphone. Voilà. T'as coupé le son? Je crois. On va, cher Eric, démarrer peut-être avec la question un peu marronnière, certes, mais de ton parcours. Parce que tu n'as pas toujours été traducteur. Tu as étudié les langues scandinaves, mais tu as été prof d'anglais. Enfin, et comment on arrive à la traduction? Alors, la question, ça serait plutôt comment on arrive à l'islandais aussi. Comment on arrive à s'intéresser? À quel âge on s'intéresse à la Scandinavie? Alors, quand on est Eric Bourri? C'est pas quand on est Eric Bourri, c'est surtout quand on est né dans le Berry de parents parisiens, qu'on maudit jusqu'à la 25e génération et qu'on adore, d'autant plus qu'ils sont morts, donc on va surtout pas les maudire. Mais je suis né dans le Berry, donc dans un petit village absolument adorable, dans lequel j'ai passé une enfance merveilleuse. Et à 15 ans, dans le Berry, dans un petit village adorable où on passe une enfance merveilleuse, on commence à s'emmerder sec. Et même moi, ça m'a pris avant, et vers 13 ans, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde ici quand même. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de lire, d'apprendre des langues. Je faisais de l'anglais au lycée, enfin au collège, et j'étais très heureux d'en faire. Ensuite de l'allemand, etc. Et puis un jour, j'ai découvert le curé, qui était un peu presque le centre culturel du village. Il y avait une petite librairie dans le village et le curé. Et le curé, qui était un gars bien, il y en a plein en fait, avait pas mal de livres et pas mal de revues. Il me passe des revues comme ça pour que je puisse lire, hein, parce que mes parents, enfin à la maison, il n'y avait pas énormément de livres.
Euh, je tombe sur un article qui dit qui parlait de l'église protestante en Islande. Alors évidemment que l'église protestante en Islande, quand on a 13 ans, c'est un truc qui passionne absolument tout de suite. Mais dans cet article, il y avait une phrase qui disait que l'islandais, c'était du vieux norvégien conservé presque intact. Et cette phrase-là, elle est restée gravée dans ma petite tête d'oiseau. Et je me suis dit, mais nom de Dieu, je veux apprendre ça. Parce que évidemment qu'au collège, il n'y avait pas possibilité de faire de latin. J'aurais bien aimé faire du latin. Et au lycée, si on faisait du grec, on ne pouvait pas faire d'espagnol. Mais j'avais quand même envie de faire de l'espagnol. Parce qu'en même temps, je voulais faire de l'espagnol, du russe, de l'arabe, du japonais, de l'islandais, du norvégien, du groenlandais. Enfin, tout ce qui pouvait exister comme langue, j'étais boulimique de ça. Le langage ou les langues m'intéressaient. Ce qui me fascinait, c'était que quelqu'un puisse dire quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas à une autre personne qui comprenait cette langue, et eux, ils se comprenaient, mais moi, je ne comprenais pas. Donc, évidemment, je voulais apprendre cette langue. Enfin, donc, toutes les langues. Et comme en plus, je suis bavard, évidemment que j'allais certainement pas rester à parler, à être bilingue, français, berrichon. Parce que ça limite un peu les choses. Et donc je suis allé à Caen, j'ai fait des études de langue nordique, centrées sur le suédois, le norvégien et l'islandais. Suédois-norvégien, c'est totalement idiot, puisque c'est deux langues qui sont tellement proches qu'il y a une intercompréhensibilité presque totale. Il suffit d'un peu de pratique, et voilà. Et puis, en deuxième année de fac, je me suis rendu compte que l'islandais, c'était quand même impossible à apprendre, parce qu'il y avait des déclinaisons très complexes, un système verbal complètement dingue, pratiquement pas de mots étrangers, une langue presque purement nordique, pour des raisons pas du tout, bassement nationalistes, mais au contraire, hautement, on va dire hautement nationaliste. Alors, est-ce qu'il y a du nationalisme haut? Non. Mais hautement nationaliste dans le sens où, comme c'est une langue très homogène, on a l'impression que tout le monde comprend tout. On n'a pas de termes complètement... par exemple, anthropologie, en islandais, ça s'appelle, grosso modo, science de l'humain. Science de l'être humain. Un hélicoptère, ça s'appelle, on prend le verbe, tourner très vite, et un hélicoptère, c'est un machin qui tourne très vite. Bon, alors on vous dit, ça c'est Þyrla. Ah oui, ça c'est un hélicoptère, ça s'appelle Þyrla, ça veut dire tourner très vite. Voilà, et donc on a une langue très homogène. Et pour que tout le monde comprenne, en fait, parce que le but de la langue, c'est que tout le monde comprenne, c'est pas d'avoir forcément une société où il y a des intellectuels qui comprennent tout et des gueux qui ne comprennent rien. C'est quand même beaucoup par égalitarisme, presque chevillé au corps et à l'âme de beaucoup d'Islandais. Peut-être un peu moins maintenant, aujourd'hui, avec l'ultralibéralisme triomphant. Merci à l'ultralibéralisme triomphant. Donc cette langue-là, en tout cas, moi, me fascinait absolument. Parce que je me disais, c'est impossible à apprendre. C'est impossible à apprendre. Les déclinaisons, on ne peut pas les maîtriser, sauf si on les a toutes apprises par cœur, et c'est pas la déclinaison allemande. C'est grosso modo 10 fois plus compliqué. Je ne dis pas que l'allemand, c'est très simple, mais c'est vraiment très très compliqué, avec des formes quelquefois complètement abracadabrantes, où vous ne reconnaissez pas le mot quand il est au génitif par rapport à l'accusatif ou par rapport au nominatif, où vous ne reconnaissez pas le verbe. Grosso modo, il y a plein de verbes qui sont conjuguez-moi, le verbe coudre et le verbe moudre au subjonctif imparfait. Tout le monde s'en fiche du verbe coudre et du verbe moudre en français au subjonctif imparfait. Le problème, c'est qu'en islandais, le verbe coudre et le verbe moudre, il y en a plein, et il faut les conjuguer au subjonctif imparfait très régulièrement. Je veux dire des verbes aussi bizarres. Voilà. Et ça me fascinait. Ça doit être soit un côté secrètement pervers, peut-être, je ne sais pas, ou tout simplement une espèce de... C'était quoi le mot que tu disais ce matin, José? Ah, ça te va bien, d'accord, ok. Voilà, secrètement pervers, ou comment on appelle ça? Vous savez, les gens qui sont... oui, obsessionnels. Voilà, c'est obsessionnel.
et obsessionnel. Et l'un n'empêche pas du tout l'autre. Et donc, voilà, je suis parti en Islande à 20 ans pour apprendre ça.